Des chercheurs anglais découvrent la protéine de l'obésité. Le médicament est peut-être pour demain. Région parisienne, près de 300 syndics d'immeubles dans le collimateur de la justice pour des arrangements avec des entreprises au détriment des locataires ou des copropriétaires. Une justice plus rapide pour les délinquants mineurs qui sont en forte progression, c'est un projet du ministère de la Justice. Le musée du Louvre gratuit, un dimanche par mois, une initiative du ministre de la Culture, M. Douste-Blazy, invité de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Peut-être la fin du calvaire pour tous ceux qui souffrent d'obésité. Des chercheurs anglais viennent d'isoler une protéine produite naturellement par l'homme au départ et qui lui signale à un moment précis de son repas qu'il n'a plus faim. Il s'agit maintenant de fabriquer artificiellement cette protéine. Maryse Burgot. Et si derrière cette porte se cachait la solution à tous nos problèmes de poids? Et si ces chercheurs avaient trouvé le moyen de nous couper l'appétit? Ils sont anglais et le responsable de la découverte, c'est lui. Il s'appelle Stephen Bloom. Quant à sa trouvaille, elle porte le nom de GLP-1. Ces scientifiques viennent tout juste d'isoler ce GLP-1, une protéine qui nous fait naturellement arrêter de manger. Notre corps commence à produire ce fameux GLP-1 au milieu de nos repas. L'idée, ce serait de créer un médicament proche de ce GLP-1 et qui renforcerait son action. On mangerait donc moins et cela ferait évidemment une différence sur notre poids. C'est en faisant des expériences sur l'appétit des rats que ces chercheurs ont isolé le GLP-1. Et aujourd'hui, Stephen Bloom et son équipe ont les honneurs du très sérieux et très scientifique magazine Nature. Il faut bien dire que leur découverte intéresse beaucoup de gens. L'obésité touche aujourd'hui 30% des habitants des pays développés et une proportion encore plus grande se sent concernée par le problème des petits kilos en trop. Cette découverte pourrait donc avoir des répercussions économiques importantes. Le premier laboratoire international qui mettra au point la première pilule coupe-faim touchera évidemment le pactole. Mais nous en sommes encore très loin. Il y aurait en fait dans l'être humain une trentaine de gènes de l'obésité. Les chercheurs en ont donc encore quelques-uns à découvrir. Près de 300 syndics d'immeubles de la région parisienne chargés de gérer donc l'entretien d'immeubles seraient impliqués dans une affaire découverte il y a maintenant plus d'un an. Il s'agit d'arrangements entre guillemets entre ces syndics et des prestataires de services au détriment bien entendu des locataires ou encore de copropriétaires. Elisabeth Esley, enquête. Il y a 1 an et demi, au départ de l'enquête, 50 syndics sont dans le collimateur accusés d'avoir racketté des entreprises. Aujourd'hui, ils seraient 350 en Île-de-France. Tous les tribunaux de la région parisienne vont éplucher leur comptabilité. Les premières dépouillées ont déjà parlé. Un administrateur de biens a touché directement 160 000 francs de commission sur un ravalement. Un autre s'est fait offrir un voyage en Californie. La liste des entreprises ayant versé des commissions est longue. Le montant des pots de vin impressionnant, mais difficile de ne pas s'y plier. Certains syndics m'ont demandé ouvertement des enveloppes, des espèces, ou alors des factures d'honoraires, je vais dire des honoraires bidons, qui sont appliqués, ou alors un pourcentage avant la conception du devis, un pourcentage de 10 à 20% sur le devis. Les copropriétaires, eux aussi, y laissent des plumes. Ces pratiques se font bien sûr dans leur dos, de façon tout à fait illégale. Nous, on estime qu'à peu près les 2/3 des syndics pratiquaient, je dis bien, ces ristournes ou ces pots de vin, et que ça représentait de 10 à 20% des charges de copropriété. Un chiffre qui serait aujourd'hui en baisse grâce à l'action de certains copropriétaires. Ici, en 1 an, ils ont réalisé 200 000 francs d'économie sur les charges, en changeant de fournisseur de fioul et en lançant des appels d'offres pour l'entretien de l'immeuble. 2 cuisiniers de très grands restaurants parisiens ont été mis en examen pour corruption. Ils sont soupçonnés d'avoir touché des pots de vin d'un grossiste en poisson. Plusieurs autres cuisiniers pourraient être inquiétés à leur tour. Ces 2 cuisiniers auraient privilégié cette société en touchant un pourcentage sur les volumes d'achat. Daniel Wolfrom, Christian Autain, enquête. La cuisine d'un des plus célèbres établissements de Paris, la sacro-sainte Tour d'Argent. Depuis une semaine, le chef est mis en examen pour corruption. L'hôtel Crillon à Paris, le cuisinier de cet autre lieu mythique, vient lui aussi d'être mis en examen. Les 2 chefs auraient touché des pots de vin d'un négociant de poissons du marché de Rungis, mis en examen lui aussi. Autre notabilité parisienne de la restauration, Jacques Le Divellec. Pour lui, cette affaire de corruption s'explique facilement.
2 de vos confrères mis en examen dans une affaire d'escroquerie. Oh là là, dites pas escroquerie. Ah bon? Pourquoi? Non, pourquoi escroquerie? C'est pas d'argent qui... On surfacture du poisson, c'est des dessous de pas, table, non? Vous savez, ces fournisseurs seraient venus dans un restaurant. Ils auraient dit, voilà 1000 francs pour la cuisine, parce qu'on a bien mangé. Et ça arrive, croyez-moi, dans ces restaurants-là. Et bien, qu'est-ce qu'on aurait dit? Rien. Vous comprenez? Oui, mais là, c'est de l'argent qui échappe au fisc. Eh bien, mais quand c'est un pourboire, ça échappe au fisc aussi. Hein, on va pas chercher midi à 14h, mais à quoi ça rime, ça? Et puis en plus, ça existait. Mais quand, dans ma jeunesse, même, je vous dirais franchement que j'ai travaillé pour ma croûte, pour manger. Vous savez, les fournisseurs, qu'est-ce qu'ils feraient pas pour avoir un client? Bon, et en plus, ils forcent un petit peu d'un côté ou d'autre, mais c'est quand même pas catastrophique. Mais vous étiez au courant de ces pratiques, vous? Non, parce que ça m'intéresse pas. Je vais à Rungis. Moi, ce que je cherche, c'est les prix. Alors, je vais pas leur demander midi à 14h. Si le bar est à, je sais pas, 110 francs, je lui dis, tu me le fais à 100 francs. C'est ça. Et s'il vous dit, je te donne 10 francs de plus pour tes employés? Il faut me mettre sur la figure, parce qu'il n'y a pas de détails avec moi. Mais les choses pourraient ne pas s'arrêter là, car une liste d'une trentaine de chefs de grands restaurants aurait été retrouvée chez le fournisseur en poisson, impliqué dans cette affaire. Paierons-nous dès janvier ou en février seulement le RDS, le remboursement de la dette de la sécurité sociale? Les choses ne sont pas encore très claires. L'ordonnance devant en principe être adoptée lors du Conseil des ministres du 17 janvier prochain, ce qui pourrait retarder sa mise en place. Jean-Paul Chapelle, Daniel Lévy. Où va-t-on mettre le RDS sur la feuille de paye? C'est le casse-tête du jour, ici à la comptabilité. Dans cette entreprise de 500 personnes, le service informatique a déjà mis en route les salaires de janvier. Et une chose est sûre, ce sera trop tard pour intégrer le RDS ce mois-ci. Moi j'arrête ma paye vers le 18-19, de façon à pouvoir tout vérifier, remettre en banque dans les délais. J'ai des problèmes de signataires au niveau des remises bancaires, donc je suis obligée d'arrêter ma paye près de la moitié du mois. L'ordonnance qui donne naissance officiellement au RDS ne devrait pas être promulguée avant le 17 janvier. Un grand nombre d'entreprises devraient donc être incapables techniquement d'appliquer dans les délais le nouvel impôt. Ce RDS doit démarrer normalement le 1er janvier. Il me semblerait plus opportun de le faire démarrer le 1er février. À partir du moment où c'est échelonné sur 13 années, je ne pense pas qu'un décalage d'un mois sur 13 ans soit très préjudiciable à l'économie nationale. Une réflexion de bon sens que le gouvernement devrait faire sienne selon toute probabilité. En tout cas à Matignon, on assure qu'il n'est pas question de cumuler en février le paiement de 2 mois de cotisation. À propos de gros sous, dans le Figaro de ce matin, le ministre du Budget, M. Lamassoure, explique que la réforme fiscale ne sera pas engagée cette année en France, mais qu'elle n'est pas pour autant enterrée. Une justice plus rapide pour les mineurs en France, c'est l'idée force d'un avant-projet du ministère de la Justice. Le nombre d'adolescents, voire d'enfants, délinquants augmente considérablement, notamment avec le trafic de drogue. Et la législation actuelle est mal adaptée. Dominique Verdeillan, Philippe Boisserie. Procès à huis clos, c'était le 7 décembre dernier à Créteil. 4 mineurs de moins de 13 ans étaient jugés pour le meurtre d'un clochard à Vitry. Plus de 2 ans séparaient les faits du procès. Trop long, dit Jacques Toubon. Le garde des Sceaux veut une justice rapide pour les mineurs, une comparution à délai rapproché d'1 à 4 mois maximum. Dans certains cas, Jacques Toubon propose une justice à 2 temps. Première étape rapide sur la culpabilité, deuxième étape plus lente sur la peine. Objectif de la chancellerie, gommer le sentiment d'impunité qui favorise la récidive. On a voulu éviter que les mineurs ne soient jugés selon les procédures de flagrant délit expéditives. Ils comparaîtront, c'est vrai, assez vite devant le tribunal, mais le tribunal, avant de prononcer la peine, prendra le temps de réfléchir. Et ça, je crois que c'est une très bonne solution. La question de la procédure de comparution à délai rapproché nous pose problème. Le jeune sera jugé dans un délai de 30 jours à 3 mois après les faits. Du coup, tout l'aspect éducatif, la prise en compte de la famille, de la situation familiale et de l'évolution du jeune, de la possibilité aussi de se réinsérer, ne sera pas pris en compte. La délinquance des mineurs étant en augmentation constante, magistrats et policiers se félicitent du projet de loi. Les réserves viennent de ceux qui gèrent au quotidien la justice pour mineurs, une juridiction spécialisée qui, comme les autres, est bien engorgée. Dans certains tribunaux, les juges des enfants sont surchargés, n'arrivent pas à mener à bien même les urgences en assistance éducative.
il est bien évident que si on leur demande de juger très rapidement au pénal tous les dossiers qui arrivent, ça va se faire au détriment de l'assistance éducative, ce qui est aussi très préjudiciable. Opposé à la prison pour les mineurs, Jacques Toubon préconise pour les récidivistes des unités d'éducation renforcées. Les jeunes y seront placés sans possibilité de sortie, 7 jours sur 7, des mesures que la chancellerie annonce susceptibles d'être modifiées. À l'occasion de l'affaire de la secte du Temple solaire, les semaines dernières, on a beaucoup parlé de ces dizaines de communautés qui attendent la fin du monde et qui parfois la devancent en demandant le sacrifice suprême à leurs membres. En Charente-Maritime, dans la petite commune de la Ville-Dieu, la communauté du Grand Logis attend elle aussi la fin des temps de manière pacifique, disent ses responsables. Gilles Marinet, Philippe Dumail, reportage. En plein village, une bâtisse fortement protégée. C'est ici que les 64 membres de la communauté du Grand Logis attendent et souhaitent l'apocalypse, événement qui ne menacerait aucunement leur existence. Cet apocalypse, pour nous, c'est un message de vie, c'est un message d'espoir. Et nous nous préparons pour cela. C'est à l'inverse totalement de tout ce que nous pouvons croire. La notion de suicide est totalement à l'opposé de toutes nos croyances. Et selon Bernard Briot, les habitants du Grand Logis ne comprennent pas ce qui s'est produit dans la secte de l'ordre du Temple solaire. On est complètement horrifiés que des êtres humains puissent en arriver là, d'ailleurs. C'est un massacre, quoi, hein, c'est pas autre chose. Hein. Attendre l'apocalypse, ne rien faire pour la provoquer, c'est la doctrine du Grand Logis. Restent les accusations portées par ceux qui l'ont quitté, séquestration, endoctrinement, discipline intérieure délirante. Aucune réponse à ces questions, le groupe préfère mettre en avant les bons rapports qu'il entretient avec le village. J'ai aucun problème avec lui, je ne vois pas pourquoi je dirais autre chose. À la Ville-Dieu, personne ne se plaint des membres du Grand Logis, même s'il apparaît évident que les femmes sont cloîtrées à l'intérieur des murs. Affaire privée, nous dira-t-on. Seul le sort des enfants semble susciter des interrogations. Entre eux, après tout, ils sont libres de croire et de penser, je crois que ça existe. Il est normal qu'ils... normal... Je dirais qu'on peut comprendre, mais c'est vrai que ça nous étonne de voir que les gamins ne vont pas en classe, mais après tout, on sait qu'ils ont le droit d'éduquer les enfants sur place, quoi. Hein. Ils sont 17 enfants dont le plus jeune a 6 ans, instruits par une ancienne institutrice, membre du Grand Logis. Des enfants en bonne santé, mais qu'on élève dans l'attente imminente de la fin d'un monde dont ils ne connaissent rien, ou presque. Eux n'ont pas choisi de vivre ainsi. La commune de Bessines, près de Limoges, est en émoi, mais au-delà, jusqu'au conseil régional. En effet, la Cogema, qui exploitait une mine d'uranium depuis plus de 40 ans, ferme ses portes et veut transformer son exploitation en lieu de stockage de déchets d'uranium. Sans danger, dit la société, mais la municipalité et ses habitants craignent d'être catalogués comme une ville poubelle. José Blanc-Lapierre, Éric Georgeot. Topinambour, patates et jamais d'engrais pour les culs noirs. Une race vieille de 300 ans dont le jambon rouge comme le bœuf est la fierté d'Abel. Alors pour cet éleveur nature, pas question d'installer ici un stockage de déchets nucléaires. Moi, personnellement, je suis contre les 220 000 tonnes de nucléaire qui ne vont rien nous apporter, plutôt, je pense, des nuisances et une mauvaise image de notre région. Trop tard, le préfet a donné son accord et les bulldozers s'activent. Ces 4 hectares devraient accueillir 20 000 containers abrités sous une dizaine de hangars. À l'intérieur, les déchets du traitement de l'uranium, le combustible des centrales nucléaires. Un résidu non utilisable, sans risque, selon la Cogema. C'est une poudre noire, tout à fait stable que vous voyez ici. Et c'est le produit le plus anodin puisqu'il est, au point de vue radioactivité, inférieur à l'uranium naturel. Donc ce stockage ici ne comporte aucun danger ? Alors ce stockage ne comporte absolument aucun danger pour les populations, bien entendu. Pourtant, Robert, lui non plus, n'est pas rassuré. Ici, à Bessines, son village natal, la radioactivité ambiante est plus élevée qu'ailleurs. C'est à cause, dit-il, de la mine d'uranium exploitée pendant 40 ans. Aujourd'hui, le site est fermé. Alors pourquoi, selon lui, le transformer en poubelle nucléaire? L'exploitation de l'uranium a fait qu'on a beaucoup développé cette radioactivité, qu'on l'a mise à jour. Donc on dit aujourd'hui, des projets qui vont nous rajouter de la radioactivité, on dit non, on n'en veut pas, il faut assainir la région et après on parlera d'autre chose. Parler d'autre chose pour Robert, cela veut dire penser au tourisme. Faire comme au lac de Saint-Pardoux, aménager des plages, y accueillir les gens des villes chaque été. Le conseil régional est décidé lui aussi à changer l'image nucléaire de Bessines. Cet après-midi, il a voté à l'unanimité pour demander au préfet de revenir sur sa décision. Une passerelle piétonnière s'est écroulée ce matin au-dessus de l'autoroute Lyon-Chambéry à la hauteur de Bron dans la banlieue lyonnaise. Il y a eu 3 blessés mais le bilan aurait pu être beaucoup plus grave. Pascal Doucet-Bon.
55 tonnes et un miracle. L'automobiliste n'est pas passé loin du tout de l'écrasement total. Il s'en sort avec de graves blessures, mais vivant. Les sauveteurs ont bataillé 2h30 pour l'extraire. La passerelle est tombée donc sur l'avant du véhicule, donc ça lui a bloqué les jambes, mais heureusement elle n'est pas tombée sur la personne par elle-même. Elle était uniquement coincée au niveau des jambes. Dans une deuxième voiture, 2 autres blessés. L'explication est surréaliste. Ce camion transportait une grue qui a percuté la passerelle. Le chauffeur ne s'en est rendu compte qu'au bout de quelques secondes. Plus étonnant encore, c'est la deuxième fois en moins de 3 ans que l'édifice s'écroule pour des raisons analogues. À l'époque, l'accident avait fait 2 blessés. La passerelle avait été reconstruite avec un rehaussement de 20 cm. La direction départementale de l'équipement ne fournit pas d'explication pour l'instant et ne dit pas non plus si elle reconstruira à nouveau. À Marseille, on est en plein pastis. On ne sait plus très bien où on en est ce soir, au 30e jour de la grève des transports publics. Des négociations étaient entamées, c'était en début d'après-midi, au même moment où presque des gardes mobiles dégageaient le dernier dépôt d'autobus occupé par des grévistes. Patrice Velay, Hervé Maury. Pendant les négociations, les évacuations continuent. Le 4e dépôt, celui d'Arinque, dernier bastion des grévistes. Haute tension, mais pas d'affrontement. Les gendarmes mobiles seront très vite maîtres de la situation. Au 30e jour de grève, certains craquent. La détermination, là, va se renforcer à un point où nous sommes capables de faire grève pendant plusieurs mois, s'il le faut. Plusieurs mois. Et ici, il n'y a pas de non-grévistes. Ce n'est qu'une idée de M. Gaudin. Et qu'il peut libérer les dépôts, mais il ne fera que les libérer physiquement. Il n'y aura pas d'autobus dehors. Il n'y en aura pas, parce qu'il n'y a pas de chauffeur pour les conduire. Des bus dans la ville en voici. Ce matin, une trentaine d'entre eux étaient en service sur quelques lignes au sud de Marseille, chauffeurs non grévistes au volant. Bon, petit à petit, les gens remontent dans les autobus, mais enfin, pour l'instant, on n'a pas une foule très importante. C'est un service partiel de toute façon? C'est un service tout à fait partiel, oui. Ce soir, les négociations entre la mairie et le Conseil général semblent se concrétiser. Un accord financier pourrait supprimer l'existence de 2 statuts pour les chauffeurs de bus, point central des revendications depuis un mois. Le président de la République continue de présider des cérémonies de vœux en cette nouvelle année. Cet après-midi, il a reçu les autorités religieuses de France. M. Chirac a développé un thème qui lui est cher, la fracture sociale. Il a demandé une modification des comportements, notamment la fin du laisser-aller et la nécessité de reconstruire une société qu'il dit plus solidaire. Et cela, a dit le président de la République, commence par l'école. Info Matin, c'est officiel désormais. Le journal est en dépôt de bilan. Il cessera de paraître mardi prochain. Thierry Curtet, Pascal Doucet. Dernier numéro. Allez. De la tristesse, mais pas d'amertume. Le premier numéro, sorti il y a tout juste 2 ans, avait fait un tabac, 200 000 exemplaires. Ce nouveau concept était alors une réussite. Grand comme la moitié du journal Le Monde, avec beaucoup d'infographies, le titre réussit à toucher de nouveaux lecteurs. 2 ans plus tard, le constat est pourtant là. Les ventes se sont stabilisées à 70 000 exemplaires. Le journal perd plus de 50 millions de francs par an. André Rousselet, qui était devenu propriétaire à la suite d'une première crise financière, a décidé de tout arrêter. Là, on sait que le bilan sera déposé cet après-midi. Lundi, c'est le dernier numéro d'Info Matin avec M. Rousselet. Et ensuite, on peut espérer que des repreneurs vont se manifester et que le titre va pouvoir continuer à exister avec nous. André Rousselet ne s'est jamais parfaitement entendu avec une équipe qu'il n'a pas créée. Certains espèrent voir le journal repartir avec un groupe renouvelé. Un pari difficile, car quasiment tous les quotidiens dits nationaux connaissent de gros problèmes financiers. Seuls les Échos, l'Équipe et dans une moindre mesure le Figaro gagnent de l'argent. Info Matin est mort parce qu'il coûtait trop cher à la fabrication et parce qu'il coûtait trop cher pour être distribué. C'est hélas le drame de toute la presse quotidienne nationale aujourd'hui qui est fragilisée, d'abord par une crise de la publicité qui dure depuis 5 ans, ensuite par le coût du papier qui était un coût de massue, 46% de plus en 1995, ce qui représente 25% de nos comptes d'exploitation. Il faut ajouter à cela un coût de fabrication plus élevé qu'en Allemagne ou en Angleterre. C'est toute l'explication du prix d'un quotidien français, 6, 7 ou 8 francs, quand outre-Manche, un journal s'achète à peine 2 francs. Opération de la dernière chance aux États-Unis. Un patient atteint du sida a subi une greffe de la moelle osseuse. Le donneur était un babouin. Le malade, qui se porte bien pour l'instant, est sorti de l'hôpital. Jean-Claude Delanicque.
Jeff Getty vit depuis 3 semaines avec la moelle osseuse d'un babouin. Vous le voyez, je suis toujours en vie et ceux qui prédisaient un échec ont eu tort, a-t-il lancé aux journalistes en quittant l'hôpital de San Francisco. Le choix d'un babouin pour cette opération de la dernière chance ne tient pas au hasard. Pour le docteur Stephen Dix, qui a réalisé cette première chirurgicale, le babouin n'a pas seulement l'avantage d'être un animal proche de l'homme, il est aussi et surtout le seul parmi les singes à résister au virus du sida humain. Autrement dit, on peut espérer que les nouveaux globules blancs produits par la moelle du babouin résisteront au HIV-1 du malade. Un pari qui reste à ce jour audacieux. Dans l'immédiat, je serai assez prudent, pour ne pas dire réservé, parce que faire une greffe de moelle entre 2 espèces rencontre des difficultés considérables. Tout d'abord, il faut que la greffe prenne. Or, on le sait bien, il y a eu des greffes de foie, de babouins qui ont déjà été faites et n'ont pas tenu longtemps. Autre risque majeur, que les cellules du babouin s'attaquent aussi au système immunodépressif du greffé. La partie est donc loin d'être jouée, mais Jeff Getty, lui, reste confiant et serein et persuadé d'avoir ouvert une nouvelle voie à la médecine. Actualité internationale, le terroriste le plus recherché du mouvement islamique Hamas a été tué aujourd'hui à Gaza. Cet homme surnommé l'ingénieur était considéré par Israël comme son ennemi public numéro 1 qui avait ces derniers mois organisé les attentats les plus meurtriers, notamment à Tel Aviv. Sur place, Charles Anderlin. Yahya Ayash est mort aussi mystérieusement qu'il a vécu. L'homme au sans-visage, le terroriste responsable des attentats les plus sanglants qu'Israël a jamais connus, a-t-il été tué dans cette maison par l'explosion d'un téléphone portable. Pendant des heures après la diffusion de la nouvelle à la radio israélienne, les Palestiniens ont cherché son corps. A-t-il été retrouvé, décapité et remis au Hamas par la police de Yasser Arafat? Peut-être, en tout cas, c'est ce que l'on raconte ce soir à Gaza. Surnommé l'ingénieur, cet ancien étudiant en physique était devenu un des chefs du commando Azzedine El-Qassam du Hamas. C'est lui qui aurait équipé en explosifs et formé les kamikazes intégristes qui se sont fait sauter à Afula, Tel Aviv, Ramat Gan et Jérusalem. Des dizaines d'Israéliens ont perdu la vie au cours de ces attentats. Le Hamas promet de riposter à la mort de Yahya Ayash par une nouvelle attaque anti-israélienne. Tout cela inquiète Yasser Arafat. Les élections palestiniennes doivent avoir lieu dans 15 jours et une recrudescence de la tension ne fait pas son affaire. En bref, encore ce soir, les Nations Unies confirment l'embargo contre l'Irak, embargo commercial total en vigueur depuis maintenant 5 ans et demi, depuis la guerre du Golfe, c'était en 1991. 2 démissions de Premier ministre. Aujourd'hui, d'abord, le Premier ministre russe, M. Kozyrev, a remis sa démission au président Boris Eltsine. M. Kozyrev était la bête noire des nationalistes et des communistes qui le jugeaient par trop favorable à l'Occident. À noter que ces 2 partis viennent de faire de très bons scores aux dernières élections législatives. Seconde démission, le Premier ministre japonais, M. Murayama, était au pouvoir depuis 18 mois. La mauvaise situation de l'économie japonaise et surtout les scandales financiers l'ont obligé à céder son poste. Retour en France, le musée du Louvre gratuit un dimanche, le premier dimanche de chaque mois. Le premier, eh bien, ce sera après-demain. Il s'agit pour le ministre de la Culture de rendre le Louvre accessible au plus large public possible. Caroline Naudrin, Bernard Puissesson. Tous les jours de la semaine sont vides, sonne le creux. Il y a pire que la semaine, il y a le dimanche prétentieux. Pas toujours facile de réussir son dimanche, partagé que nous sommes entre l'oisiveté totale et l'hyperactivité. Les dimanches, les dimanches. Je voulais savoir si vous aimiez le dimanche. Mais tous les jours sont bien faits. C'est un jour où on peut rester couché. Ah, la belle excuse. Mais pour vous inciter à sortir plus tôt de votre lit, le Louvre ouvre gratuitement ses portes un dimanche par mois. Alors, pourquoi n'iriez-vous pas faire un petit tour au musée? Le musée en dimanche? Oh, c'est très cher de visiter des expositions à Paris. Et en plus, c'est difficile d'y accéder. Très bonne chose. D'autant que c'est un musée superbe. Je crois que j'en profiterai pour revenir. Parce que maintenant, il y a tout dans le Louvre. Il y a aussi les commerces, il y a les restaurants. Il y a surtout 25 000 œuvres. Pour s'initier, les débutants partiront à la découverte des plus célèbres. Le portrait de Mona Lisa, évidemment, les esclaves de Michel-Ange et la victoire de Samothrace.
Mais il y a également toutes celles longtemps enfermées dans les réserves. Par exemple, les sculptures françaises de Clodion ou espagnoles, comme la statue de Saint-François dénichée au Puce de Madrid. Au détour d'une salle, vous découvrirez le lit d'acajou de Madame Récamier. Vous rêverez devant les 212 perles d'Orient et les 1998 diamants du diadème de l'impératrice Eugénie. Mais un dimanche entier ne suffira pas pour découvrir des siècles d'art. Une bonne excuse pour revenir le mois prochain et ne plus jamais haïr les dimanches. Monsieur Douste-Blazy, bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu les Français interrogés. Ils ont l'air de penser comme vous que les musées restent encore trop peu visités. C'est vrai, mais il y a un mouvement extraordinaire dans ce pays. Il y a une augmentation de la fréquentation de 35% depuis 5 ans. Et je crois que la mission de tout ministre, et en particulier du ministre de la Culture, c'est de s'inscrire dans ce mouvement. Alors, pourquoi le Louvre et pourquoi le dimanche? Pourquoi le Louvre? Parce que c'est un symbole. Il s'agit du plus grand musée du monde, le plus connu. Et je dirais que ce qui est important pour nous, c'est de dire que tous les Français ont droit à la culture. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à rendre gratuit le Louvre le premier dimanche de chaque mois. Et pourquoi le dimanche? Parce que le dimanche, on est décontracté, on a du temps, et puis c'est le jour de la famille. Je me souviens que la première fois que je suis allé au Louvre, c'était avec ma famille. Alors, Monsieur Douste-Blazy, il y a la gratuité premier dimanche de chaque mois, il y a aussi des prix réduits avec une carte que vous allez mettre en circulation. Oui, on a une carte que l'on vient de faire, qui est une carte pour les moins de 26 ans, qui coûte 100 francs. Et avec cette carte, les moins de 26 ans pourront aller le nombre de fois qu'ils voudront au Louvre. Et j'espère qu'on pourra faire cela pour tous les musées de France bientôt. Alors abandonnons le Louvre où nous avons retrouvé ce soir pour parler d'un autre projet rapidement. Projet, je dirais, interactif. Vous avez l'intention dans 26 banlieues en difficulté de faire parrainer un certain nombre de spectacles, soit de danse, de théâtre, par des personnalités, mais vous voulez que la population y participe et ne soit pas simplement spectateur. Oui, je crois que la culture est un lieu de partage, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, et souvent le début d'un dialogue. Un dialogue à l'autre, aux autres, pour lutter contre les ghettos, contre les isolements. Et nous avons voulu aller dans ces quartiers, les quartiers les plus difficiles, où on brûle des voitures, pour expliquer aux habitants qu'ils ne sont pas des spectateurs, mais des acteurs. Et donc ils feront eux-mêmes des spectacles, et au bout de 8 ou 9 mois, on pourra les monter, les présenter dans ces banlieues, mais aussi dans les centres-villes, et pourquoi pas à Paris. Je crois que c'est ça la culture, c'est ce qui rapproche les femmes et les hommes d'un pays. Merci Monsieur le Ministre. Il y aura d'ailleurs des parrains célèbres. Initiative toujours en matière de culture de la mairie de Paris. Pour 335 concerts du 7 au 21 janvier prochain, vous prenez une place et vous venez à 2, donc une place gratuite. On change du tout au tout. C'est l'histoire maintenant d'un mort-vivant qui se porte très bien, rassurez-vous. Il s'agit d'un retraité d'Annecy, bien tranquille, qui par 2 fois tout de même a déjà été considéré comme décédé officiellement par l'administration. Et il commence, lui, à trouver la plaisanterie un peu macabre. Didier Guyot, Jean-Claude Martin. Ah ben voilà, il y a du courrier aujourd'hui. Et dans ce courrier, Maurice, paisible retraité de 76 ans, aimerait tellement un jour pouvoir recevoir son extrait de naissance. Mais pour l'heure, c'est impossible, car aux yeux de l'administration, Maurice est décédé. Et comble de l'ironie, il est mort pour la 2e fois. Marié à Cran le 16 août 46 avec mademoiselle Clémence Boson, décédé à Bainville-sur-Modon le 18 septembre 88. Et auparavant, j'avais déjà reçu le même extrait de naissance, et décédé à Blénaud-les-Pont-à-Mousson, Meurthe-et-Moselle, le 14 juin 1965. Vous êtes un vivant mort 2 fois. 2 fois. Je suis mort 2 fois pour l'instant. En 1976, afin de régler des problèmes d'héritage, Maurice demande des documents à la mairie d'Écrouves, en Meurthe-et-Moselle, là où il est né. Mais au lieu de documents, on lui annonce une terrible nouvelle. Il est décédé en 1965. Après de multiples démarches, la mairie lui assure que l'erreur est réparée. Mais au mois de décembre dernier, il réclame un extrait de naissance. Et en guise de réponse, il apprend qu'il est mort en 88 pour la 2e fois. L'essentiel, c'est bien vivant, parce que j'ai pas bien envie de mourir, moi. Enfin, c'est pas la rigolade, vous voyez. Hein. J'ai fait 7 ans au chasseur alpin, vous savez, alors j'en ai vu d'autres. Hein. Ce matin, mon mari va sort et il lui dit alors, Maurice, tu es mort? Je lui dis que moi je suis mort. Au sein de l'administration, on appelle cela une confusion. Un employé municipal s'est tout simplement trompé de ligne et a inscrit la motion décès là où il ne fallait pas. Moi, tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur en parlant de M. Kozyrev comme étant le Premier ministre de Russie. En fait, il était, puisqu'il a été limogé, ministre des Affaires étrangères.
Et l'on reparle de la voiture électrique. En Europe, elle commence déjà à se développer, mais les modèles présentés sont tous d'anciennes voitures à essence transformées avec plus ou moins de bonheur en voitures électriques. Aux États-Unis, General Motors commercialise désormais une véritable voiture conçue pour rouler à l'électricité. Luc Baziz. Son nom de baptême, EV1, les initiales pour véhicule électrique numéro 1. Le géant américain General Motors va commencer à la vendre en série à partir de cet automne dans 2 États, la Californie et l'Arizona. Grande prouesse pour ce type de voiture, un plein d'électricité permettra d'effectuer jusqu'à 140 km sans recharger les batteries. Encore plus fort, sa vitesse pourra atteindre 130 km/h. Une voiture expérimentale était imaginée il y a 5 ans. Un prototype gris qui rivalisait facilement avec la Mazda Miata ou la Nissan, toutes deux équipées de moteurs à essence pourtant réputés nerveux. Il ne lui fallait alors que 8 secondes pour accélérer de 0 à 97 km/h. Un véhicule tout spécialement conçu pour accueillir un moteur électrique. Des essais en soufflerie ont démontré un aérodynamisme 2 fois supérieur aux carrosseries ordinaires. Le rideau est enfin levé sur le résultat. L'aboutissement. EV1 vient d'être présentée au salon de Los Angeles. Elle coûtera environ 150 000 francs, mais il faudra en plus acheter ou louer un chargeur de batterie dont le montant n'est pas encore défini. Amérique oblige, cette camionnette électrique elle aussi sera produite dès 1997. EV1 ouvrira donc la voie dès cette année et sortira de son usine de production à Lansing dans le Michigan. La Fédération internationale de football, la FIFA, voudrait rendre ce sport encore plus spectaculaire. Et pour ce faire, eh bien, ces messieurs ont une idée, agrandir les buts en hauteur et en largeur. Ce qui n'est pas du tout du goût des professionnels et pas seulement des gardiens de but. Thierry Clopeau, Michel Levasseur. En 76 à Glasgow, c'était l'excuse nationale. Ah, si les poteaux avaient été ronds, Saint-Etienne aurait gagné la Coupe d'Europe contre le Bayern. Aujourd'hui, si on ne marque pas assez de buts, l'excuse, ce n'est plus les poteaux carrés, mais les cages qui ne sont plus assez grandes. C'est ce que pense en tout cas la Fédération internationale de football qui veut dépoussiérer. Depuis 1863, les cages mesurent 7,32 m en longueur et 2,44 m en hauteur. La FIFA, elle, souhaiterait, on le voit sur ce croquis, rajouter 25 cm en hauteur, le diamètre d'un ballon, et 50 cm en largeur. Du côté des gardiens, c'est le tollé. C'est le gardien qui nous fait une nouvelle fois paye un petit peu, je dirais, les pots cassés du fait qu'on veut plus de spectacles et plus de buts, plus d'occasions de buts. Tous les ans, il y a une nouvelle règle concernant le gardien. Et là, il y en aura une différente. Je crois qu'un jour, on va leur attacher les mains derrière le dos pour qu'il y ait des buts. Les joueurs de champ sont contre également. Pour Michel Platini, cela ne sert à rien d'agrandir, il suffit d'être adroit. Maradona, le président du syndicat des joueurs, va même plus loin. Il menace la FIFA d'une grève générale en pleine Coupe du Monde 98 en France. Pour l'instant, rien n'est encore décidé officiellement, mais l'International Board, gardien des règles du foot depuis 1886, est plutôt pour cet agrandissement des cages. La décision sera rendue en mars prochain, mais la mise en application n'interviendrait qu'après la Coupe du Monde 98. Il y avait jusqu'à présent l'expression manger son chapeau, il y a maintenant manger son journal. Cela se passe en Afrique du Sud. Un journaliste à gauche, spécialiste du cricket, avait parié qu'il mangerait une page de son quotidien si l'équipe d'Angleterre était battue par l'Afrique du Sud. C'est ce qu'il avait titré dans son article. Et c'est ce qui est arrivé. Et notre confrère a dû s'exécuter, vous allez le voir, très bon à manger, ça passe mal, mais il s'est aidé d'un bon petit coup de blanc et finalement il a mangé la page entière. Fameux. Voilà, et même le voisin en a goûté. La mode italienne pour les hommes n'a plus à faire sa réputation. Les Italiens sont parmi, et les femmes d'ailleurs aussi, les plus élégants du monde, jusque dans le moindre détail. La cravate qui a tellement d'importance. Et le meilleur tailleur de cravates sur mesure est installé à Naples dans une toute petite boutique qui vaut vraiment la peine d'être visitée. Alain Chalvron. On nous avait dit que c'était là, à côté du café Marotta, à 60 mètres du golfe de Naples. Mais nous avons eu du mal à la trouver. Enfin, la voilà, la boutique de Marinella, la Mecque mondiale de la cravate. Un trou plutôt qu'une boutique, en vérité, 20-25 mètres carrés, où l'on se marche sur les pieds, mais où l'on vient du monde entier. Nous avons réussi à être au cou des plus grands personnages du monde. Nous avons fait des cravates pour Clinton, Mitterrand, Kohl. Pour Kohl, par exemple, nous avons fait une cravate 35 cm plus longue, parce que c'est un géant, avec un cou énorme. Pour le japonais Murayama, en revanche, nous l'avons fait 10 cm plus courte. Pour le pape, nous n'avons pas réussi à la faire. Fournisseur de la défunte maison des Bourbons de Naples, Marinella a fait sa réputation depuis 3 générations sur la fabrication sur mesure de cravates à façon. Chaque semaine, 1200 motifs nouveaux de soie sont proposés aux amateurs.
Le lundi, on change toute la collection et les clients sont assurés qu'au maximum 4 cravates seront faites avec le même dessin. Au premier étage d'un immeuble voisin se trouve l'atelier, où 4 couturières expertes taillent en un tour de main et 4 morceaux les cravates. Les cousent aux dimensions voulues par le client et les finissent soigneusement, et c'est ce qui prend le plus de temps, au fil et à l'aiguille. C'est la meilleure cravate dans le monde, je crois. Et j'aime les cravates de fantaisie napolitaine. Toutes les cravates de Maurice. C'est pas trop cher? Moi, je ne sais pas, j'ai même pas une idée. Le prix du reste raisonnable, 300-350 francs la cravate sur mesure, est effectivement le cadet des soucis des clients de Marinella. Et demain, ils seront prêts à mettre encore un peu plus pour la dernière trouvaille de Maurizio, la cravate imperméable et intachable qui permettra enfin de manger sereinement un coq au vin. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, le point route Valérie Maurice. 20h50 ce soir, les 5 dernières minutes avec Pierre Santini et Jacques Martin dans son rôle. 22h35, Bouillon de culture, Bernard Pivot. 23h45, le dernier journal présenté par Florence Daucher. Rendez-vous demain donc à 13h et à 20h où j'aurai le plaisir de recevoir Al Pacino pour la sortie de son film Hit. Il est co-vedette avec Robert De Niro. Rendez-vous donc à 13h et à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. À demain.